il est temps maintenant d'inviter le président et fondateur de Peace and Sport. It's now time to invite the president and founder of Peace and Sport, Monsieur Joël Bouzou. Monseigneur, Madame la Première Dame du Mali, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, ambassadeurs de Peace and Sport, chers partenaires de Peace and Sport, chers champions de la paix, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de vous recevoir dans le cadre privilégié de la Principauté de Monaco pour cette 8e édition du Forum international Peace and Sport. Ma joie est pourtant ce soir mêlée de profonde émotion et de tristesse à la suite des attentats du Liban, de Paris, de Bamako et aujourd'hui de Tunisie. Le sport est en état de choc, le sport est en deuil. Il n'est pas en guerre, mais il a pourtant un ennemi, un seul. C'est la haine. Là où la haine divise, le sport rassemble. Là où la haine stigmatise, le sport tend la main. Son arme, c'est le respect de l'autre et de la règle, la solidarité, la capacité à dépasser les différences et ignorer les barrières. C'est cela qui a été visé, la cohésion du sport, la cohésion du corps social et le droit de chacun à partager avec l'autre ses passions, dans un stade, à un concert, autour d'un verre. Certains ont voulu tuer ce qui nous rassemble. Notre meilleure réponse est donc de nous rassembler. Et c'est ce que nous faisons ce soir, dans le cadre de ce forum. Je n'oublie pas que c'est ici que tout a commencé, que c'est ici que la belle aventure se poursuit, grâce au soutien constant et attentif de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et aussi de son gouvernement. Je tiens à le remercier en mon nom et au nom de notre organisation, pour sa présence parmi nous ce soir et pour son implication permanente pour la cause de la paix par le sport. L'an dernier, nous n'avions pu nous réunir pour cause de sessions extraordinaires du CIO en ces lieux. Je n'en suis que plus heureux de retrouver ce soir nos partenaires et amis, je dirais même volontiers, notre famille de la paix et du sport. Elle s'élargit d'année en année. Depuis 2007, plus de 3500 délégués venus de plus de 100 pays et représentant tous les acteurs concernés, politiques, gouvernance du sport, champions, ONG, associations de terrain, grandes institutions, chefs d'entreprise ont participé à nos 7 forums. Et pour ceux, j'en reconnais beaucoup dans la salle aujourd'hui, qui étaient là au premier forum, que de chemin parcouru. Pour cette nouvelle édition, nous n'avons pas eu à choisir le thème du forum. Il s'est imposé à nous, car particulièrement sensible et malheureusement de grande actualité. Face aux nouvelles atteintes qui menacent la paix, quelle solution le sport peut-il apporter? Nous avons tous présents à l'esprit les crises majeures que rencontre le monde en cette année 2015. Multiplication des conflits locaux, crise migratoire, montée des extrémismes, repli communautaire. Il y a de quoi troubler les esprits et la tentation est parfois grande de céder au pessimisme et de baisser les bras. La colombe de la paix a connu des jours meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est précisément dans l'adversité qu'il faut mobiliser les énergies et réunir nos forces pour poursuivre plus que jamais un combat pour la paix durable, en utilisant les concepts qui fonctionnent. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour observer passivement ce monde en mouvement, ces communautés en crise, ces pays qui se déchirent. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour accepter la fatalité et nous réduire au silence et à l'impuissance. Et puisque le monde bouge, nous devons bouger. Puisque de nouvelles atteintes menacent la paix, il nous revient aussi de créer de nouvelles solutions pour faire du sport encore davantage un facteur de stabilité dans une période agitée et incertaine, et un outil de cohésion au service de la société partout dans le monde. Ces initiatives peuvent apparaître sans grand effet immédiat,
comparée aux grands drames que certains traversent. Mais en vérité, elle constitue un investissement sur l'humain, parce qu'elle le transforme. Bien sûr, à la condition d'être exécutée de façon précise, à partir des meilleures pratiques enregistrées. En effet, on ne traite pas de la même façon des réfugiés politiques et celle de sujets en proie à des prédicateurs. Le sport peut créer l'étincelle dans la nuit noire, apporter le regard bienveillant qui ne juge pas et susciter la solidarité qui sauve. Nous avons tant démontré, mais il y a tant à faire. Démontrer que le sport est un langage universel, l'un des rares qui subsiste quand les communautés sont en crise, que la cohésion sociale se disloque. Démontrer qu'il existe en toutes circonstances un trait d'union qui dépasse les clivages et les communautarismes, qui fait accepter la diversité en préservant le dialogue. Démontrer que l'apprentissage et le respect de la règle, qui constituent le fondement de toute pratique sportive, sont parfois le premier élément d'éducation pour les enfants et les adolescents perdus. Démontrer que le sport vécu dans les clubs et les fédérations nationales est une alternative puissante à la montée des intégrismes. Démontrer que sur le terrain et même dans les lieux les plus improbables, comme les camps de réfugiés, la solidarité des acteurs du sport et la solidité des structures sportives permettent d'aider à accueillir, prendre en charge et guider des milliers de personnes qui ont perdu tout repère, jeunes et moins jeunes. J'ai tellement d'exemples et d'images de vie changées grâce au sport, sur tous les continents. Il s'appelle Shumbusha Nkiru Tama. Il a 14 ans et il habite à Bugarama, au Rwanda, proche de la frontière avec le Burundi et la République du Congo. Il y a quelques jours, il a participé à la 6e édition des Jeux de l'amitié Peace and Sport des Grands Lacs d'Afrique en novembre. Et il dit « C'était impressionnant de représenter mon pays en volleyball, mais l'extraordinaire a été de me faire des nouveaux amis burundais et congolais. Et j'ai hâte de les revoir l'année prochaine pour les prochains Jeux de l'amitié au Congo. Mesdames et messieurs, il s'agit de l'amitié entre les Hutus et les Tutsis. » Cet autre exemple, plus ancien, tout simple et banal, mais tellement d'actualité, c'était il y a quelques années, dans les périphéries nord de Paris. J'avais attiré quelques jeunes issus de l'immigration, agressifs, se sentant exclus, à participer à une journée dans un club d'escalade de la Porte de Pantin, avec des champions, après avoir vu ces champions en compétition la veille. La journée avait été un succès, mais cela n'avait pas empêché ces jeunes de subtiliser quelques équipements. Le rappel à l'ordre de notre part avait été immédiat et ferme. 3 ans plus tard, ces jeunes rencontrés à leur entrée dans le programme étaient venus d'eux-mêmes me voir. Je ne les avais pas reconnus. Ils étaient transformés, même physiquement. Leurs traits s'étaient remplis, s'étaient épanouis. Ils s'exprimaient avec calme et respect. Ils vivaient toujours dans la précarité, mais ils s'étaient engagés dans les études et ils savaient où aller. Ils pratiquaient alors le judo dans une de nos structures, après avoir commencé par l'escalade. Et ils m'avaient dit, ce jour-là, à quel point, et sans le savoir au départ, le sport avait pu changer leur vie. Que seraient-ils devenus sans les champions qui les avaient inspirés? Sans le judo, sans le sport, livrés à eux-mêmes dans la rue, à portée des dealers, à portée des prédicateurs. Combien d'autres ont pu bénéficier de cette démarche et se voir offrir un autre avenir? Combien de gouvernants sont-ils encore ignorants des bienfaits de ce type d'approche conceptualisée? Et combien de jeunes laissent-ils de côté, à la merci des pires influences? All of us here tonight know that huge efforts are required. Because while we have to keep showing that these approaches work, we also need to take action in a broader sense. But the power of sport is limitless. Our determination is unmatched. And the worldwide network of the sports community is our key asset. To illustrate this, as Sebastian said before, an international federation represents one sport, one single set of rules throughout the globe, while a National Olympic Committee is supposed to gather all sports within one
and the same country. To meet these goals, we must, above all, recognize our collective power. The peace walk that we have just carried out, led by His Serene Highness Prince Albert II of Monaco, and bringing people together from all standings and backgrounds, is for me the symbol that each of us has a role to play in this area. The impressive number of government representatives, IOC members, and leaders of international sports federations this evening shows how much the international recognition and institutional recognition of sport as a tool for soft diplomacy has gained ground. Because it is universal, because it is neutral, because it is diverse, sport is sometimes the last resort when all else has failed and the bridges have been broken. Because of its capacity to reach all communities, to adapt to all situations, sport can also be a whistleblower. For this reason, last year we launched the Peace and Sport Watch, an online observation platform which informs, alerts, and enables the expression of ideas and opinions on threat to the peace through sport cause, but also on concrete results achieved in this field. Indeed, the variety of initiatives led by stakeholders of sport for sustainable peace, federations, champions, NGOs, local and regional non-profit organizations, impresses me more and more each day. In particular, I would like to hail the presence of the many champions for peace who have joined us this evening, who more than others have understood the positive impact that they can have on young people. And they feel it is their duty to give back to society what sport has given them. I thank them for volunteering their time and efforts to our organization and for their tireless commitment to our cause. Thank you to Tegla Lorope for your contribution to peace in Kenya, Isaac Angbo in Côte d'Ivoire, Venus Nyangabo in Burundi, Peter Carlson in Colombia. Thanks to Yelena Isimbayeva for your efforts in Russia, and to Paula Radcliffe, Pernilla Wiberg, and Pierre Frola for your involvement here from Monaco. The list goes on, and I cannot mention them all, but 25 are here with us this evening, and I will invite them to join us on stage at the end of this ceremony. I would like, however, to dedicate a few words to one of our champions for peace who recently passed away, Jonah Lomu. Jonah was a legendary rugby player, indeed one of the greatest sportsmen of his generation, an inspiring role model for youth around the world. We mourn this great loss, but he will always stay in our hearts and minds. Some of these champions, as mentioned previously this evening, took part as Olympians in the first edition of the World Olympians Forum a few weeks ago in Moscow. Thank you, Alexander, also for your support. The final declaration made on behalf of the 100,000 Olympians from 145 countries, which resulted from this forum, was unprecedented. It aimed to recognize sport and Olympism as an independent tool for the international community, cutting across political and governmental divides and reinforcing the IOC's role as neutral observer at the United Nations. It is my hope that this declaration, which was a joint initiative with His Serene Highness Prince Albert II, patron of the World Olympians Association, will enable thousands of Olympians to get more involved in the concrete actions devised at this peace and sport gathering for the good of the international community.
I was speaking earlier of our collective power and how it is key to succeeding. We must work as a network and as a team to have a greater impact together. Since the beginning, Peace and Sport has aimed to act as a neutral and independent platform, rooted in the neutrality and independence of Monaco, to unite all those who work in this area and to help them to the best of our ability. Various NGOs have led ambitious field programs in this area, and we welcome these initiatives. An impressive variety of non-profit organizations are implementing projects throughout the world, and we applaud them. Over the last two editions of April 6th, the International Day of Sport for Development and Peace, we recorded almost 600 projects using over 50 different sports in almost 100 countries and involving tens of thousands of people. Our overriding goal is to create synergies between all these initiatives, put them under the spotlight, which is the aim of our awards, promote best practice, and develop and offer tools that are simply to use and effective. 2 years ago, I announced to you that we were launching our adapted sport manual. This resource, as the First Lady said, is now used by various federations and organizations. It has been tested, used in a wide range of different settings, and is today recognized as a cost-effective pioneer tool. Moving forward, our goal is now to boost its usage even more. Let's keep innovating, building basic sports gear from waste and recycled resources, adapting federations' policies in order to facilitate, even in the most remote and poor areas of the planet, the practice of as many sporting disciplines as possible. When it comes to field projects, Peace and Sport, as always, since its infancy, tried to launch pilot projects enabling us to test innovative partnerships. I am therefore delighted to welcome here tonight representatives from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and from UFA, with whom we are going to present tomorrow a joint initiative to work for peace and particularly football in refugee camps. A few years ago, we carried out a pilot project launching the Peace Games in the African Great Lakes region in partnership with the Blue Helmets. And I am glad that we can repeat this experience with another department of the UN. Unite, innovate, guide. These are the keywords enabling us to take new steps forward along the path that we have set for ourselves, that of sport at the service of sustainable peace. We must never forget, peace is our goal, sport is our tool. To that end, during the next 3 days, we will listen carefully. Listen to your observations. Listen to your comments. Listen to your practical suggestions. We have aimed to ensure that the program and schedule of sessions give you an opportunity to make your views known, whether on stage or from your seat, as freely and effectively as possible. I told you 2 years ago, and will tell you again today with the same conviction, our bottom line commitment and responsibility is to foster and pass on to the future generations a different vision of sport, one of sport for peace and society. To finish, I would like to quote some words of a great champion in reference to the tragic events that recently occurred in Paris. Lassana Diarra is one of the players on France's national football team. He was at the Stadium de France on Friday, 13 November, to play in a friendly game against Germany. That same evening, his cousin was shot dead at the Bataclan Concert Hall. This is what he posted on Twitter the following day.
In this climate of terror, it's important for all of us who are representatives of our country and its diversity to speak up and stay united in the face of a horror which has neither color nor religion. Together, we must protect love, respect, and peace. These were his words. It is my hope that this mindset will lead and inspire our efforts throughout this forum. I look forward to exchanging with you over the next 3 days, and I wish you an excellent Peace and Sport International Forum 2015. Thank you for your attention.